n'épuiserons pas les efforts inlassables de la justice et de la société civile destinés à mettre un terme à l'impunité. À cet égard, et pour en donner le gage nécessaire, je déclare du haut de cette tribune que non seulement je m'y suis préparé, mais j'affirme que je suis déjà prêt maintenant et tout de suite. Et oui, vous avez suivi Martin Assogba qui rappelle que le chef de l'État dit être prêt et maintenant, tout de suite. Alors Martin Assogba lui demande la lutte contre l'impunité passe forcément par le statut de la Haute Cour de justice. Lui, il en est à proposer qu'on bannisse carrément l'institution. Oui, Joël Ataï-Guédégué, vous en dites quoi? Non, on pourrait, mais je le disais tantôt, on saurait jeter le bébé avec l'eau du bain. Et le vrai problème est celui du sentiment d'impunité que dégagent ceux qui sont à la tête de ce pays en 25 ans, sinon 26 ans de processus démocratique. Et la Haute Cour n'a jamais eu le moindre client à traiter, à juger pleinement. C'est vrai, nous sommes à la veille et nous venons d'assister à la mise en accusation de mise en cause et peut-être qu'elle pourra finalement honorer son mandat. Mais ce n'est pas de son fait si les clients ne viennent pas jusque-là. La Haute Cour est victime des textes qu'il institue, de la procédure à suivre devant elle. C'est une procédure malheureusement hybride entre ce qui relève des tribunaux de droit commun et ce qui pourrait relever d'un tribunal d'exception, d'un tribunal politique, n'ayons pas peur du mot, puisque la mise en accusation et même à 2 ou 3 étapes au moins, il y a un passage obligé par l'Assemblée pour décider si oui ou non on peut poursuivre la procédure. Donc c'est peut-être ces goulots d'étranglement au niveau politique qu'il faut lever. C'est peut-être en gardant la Haute Cour telle qu'elle est actuellement, au niveau de la loi organique, qu'il faut essayer d'améliorer un certain nombre d'articles, notamment l'article 15, sur les silences qu'il contient s'agissant de la procédure. Et on a supposé même qu'on en soit au jugement lui-même. La loi organique ne dit rien sur la prise de corps et s'agissant de ministres ou de présidents de la République qui seraient mis en cause. Qu'est-ce qu'on fait alors que pour une cour d'assises, la mise en état du dossier implique la prise de corps de l'accusé. Par ailleurs, la Haute Cour de justice a à connaître de l'outrage à l'Assemblée que pourrait commettre le président de la République par refus de répondre à des questions de l'Assemblée, par persistance au bout de 30 jours et au bout de la relance par la Cour constitutionnelle. Mais si la loi dit que le chef de l'État est simplement déféré, cela dispense-t-il de l'observation des procédures à mettre en œuvre pour arriver jusqu'au jugement? Donc il y a beaucoup de silence dans la loi qui font que la Haute Cour est malheureusement inopérante. Alors peut-être pourrait-on aller dans le sens de ce que le candidat Patrice Talon disait. Il proposait, je crois, de ramener, de faire du chef de l'État un justiciable ordinaire. Et en tout cas, au moins, de faire de lui un justiciable de la Cour d'appel tout simplement, puisque fondamentalement, dans la procédure suivie devant la Haute Cour de justice, c'est quand même à la Cour d'appel qu'on recourt à travers son greffier. C'est à la Cour suprême qu'on recourt à travers le collège des magistrats qui permettent d'instruire le dossier et j'en passe. Donc, il est possible de simplifier. Je ne dirais pas d'aller à la dématérialisation de l'administration, comme disait Martin Assogba. Et donc, il y aurait quand même matière, et je me félicite d'avoir Maître Ronla à côté pour dire ce qui de sa pratique paraît possible pour que les hommes politiques, pour que les décideurs n'échappent pas à la justice. C'est cela qui nourrit ce sentiment d'insatisfaction par rapport à la Haute Cour de justice. Oui, Maître Alain Ronla, vous l'avez suivi tout à l'heure, Martin Assogba, plutôt remonté, pense qu'il faut rayer carrément la Haute Cour de justice. Je pense que mon ami, le président de l'ONG Alcrer, Martin Assogba, est excédé, est exaspéré par le sentiment d'impunité affiché par toutes les autorités. Mais la Haute Cour de justice ne saurait être le bouc émissaire, parce que le procès qui lui est fait est un faux procès.
C'est une institution qui a été mise en place par le constituant depuis 90, qui ne demande qu'à juger les nombreux indélicats ministres et même chefs d'État qui n'ont pas toujours... nombreux. Ben, ils sont nombreux et ils devraient être nombreux. Quand on voit tous les scandales qui sont révélés au grand jour et qui ne sont pas punis, qui ne sont pas poursuivis. Mais la Haute Cour de justice n'a jamais eu l'occasion de se prononcer sur un dossier. C'est une juridiction de jugement, c'est-à-dire qu'elle ne se prononce que lorsqu'elle est saisie. Et à ce jour, aucune procédure n'a abouti à sa saisie, de sorte que c'est un faux procès que de dire que ce n'est pas une bonne institution et qu'elle n'a pas les règles pour se prononcer sur les faits qui lui seraient déférés. Alors, c'est vrai, M. Ataï Guédégbé soulignait le silence de la loi organique, puisque les attributions de la Haute Cour de justice sont très claires et contenues dans la Constitution, aux trahisons, infractions commises à l'occasion ou dans le cadre de l'exercice des fonctions, juridiction non pas politique, mais juridiction pour juger les administrateurs de l'État, parce que on ne vous défère pas parce que vous êtes de tel parti ou de tel bord, on vous défère parce que, en votre qualité de ministre ou en votre qualité de président, vous avez commis des actes répréhensibles punis par la loi. Et c'est là que le bas blesse, parce que, avant d'aller devant la juridiction de jugement, la Haute Cour de justice ne pouvant pas s'autosaisir, il y a un processus, peut-être pas parfait. Il faut des poursuites. Il faut une mise en accusation que la Constitution a cru bien faire de confier aux politiques. Il n'y a rien d'anormal dans une république que des politiques qui sont devenus responsables de l'administration soient jugés par leurs pairs et non pas par des juridictions de droit commun. On estime que les magistrats, tout seuls, ne sont pas tout à fait en mesure de comprendre les méandres de la politique et donc du processus décisionnel, de sorte qu'il n'y a que des politiques pour mieux apprécier de la même manière que la cour d'assises échappe, je vais dire, à la suprématie des magistrats. C'est une justice qui est rendue au nom du peuple béninois, comme les députés sont élus au nom du peuple béninois. Malheureusement, les députés et l'exécutif se sont toujours montrés complices pour faire de cet instrument important, capital et déterminant pour la lutte contre la corruption et la haute corruption, un instrument soit de protection, d'autoprotection, soit de vindicte. Donc, ce n'est pas la Haute Cour qu'il faut réformer. C'est sûr qu'il n'y a pas d'institution parfaite. C'est sûr qu'il y a des mesures correctives à apporter plus à la loi organique qu'à la Constitution qui a institué la Haute Cour de justice, mais c'est à un profond remaniement de mentalité qu'il faut procéder. C'est-à-dire qu'il faut que les députés arrêtent de protéger leurs coquins ou leurs copains lorsqu'ils sont en infraction, puisque aller devant la justice en soi, ce n'est pas un problème, sauf si on sait que la justice est biaisée. C'est à l'exécutif, non pas d'aller vers des réformes qui ne sont pas utiles ou qui ne sont pas urgentes, mais de faire en sorte que les dossiers dans les tiroirs aillent jusqu'au bout. Parce que les textes sont clairs, l'Assemblée, dans une majorité qualifiée de 2/3, ordonne les poursuites, ordonne la mise en accusation. Il suffit que cette Assemblée joue pleinement sa partition sans crainte ni haine, sans passion, pour que la Haute Cour de justice soit saisie au moins une fois et que l'on sache si elle fonctionne bien ou pas. L'institution n'étant pas parfaite, s'il y a des dysfonctionnements, on corrigera. Mais il ne faut pas exprimer des états d'âme sous la passion, sous la colère, et faire de la Haute Cour de justice un bouc émissaire des nombreux péchés capitaux des politiques, exécutifs, législatifs, qui sont des pouvoirs normalement autonomes et qui devraient permettre que cette corruption installée à la tête de notre État depuis de nombreuses années et qui perdure sous la présidence du président Talon, même si nous n'avons pas encore beaucoup de jours, je pense qu'il y a des urgences en la matière pour donner des signaux forts. Donner des signaux forts, oui, maître. Je dis maître, Joël Ataï Guédégbé était à rappeler quelques propositions faites déjà par l'actuel chef de l'État qui, à défaut de pouvoir
faire disparaître, soulever tous ces goulots d'étranglement en un, a proposé qu'on fasse simplement du chef de l'État et de ses autres personnalités un citoyen ordinaire. L'avocat en pense quoi? L'avocat pense que c'est une très mauvaise idée. Ah bon? C'est une très mauvaise idée parce que quand on dit de faire un justiciable ordinaire, ce n'est pas un justiciable ordinaire que d'être président de la République. C'est un personnage privilégié qui a effectivement de nombreux avantages, mais également de nombreuses sujétions dont les errements, les erreurs ne peuvent, dans une république telle que nous la voulons, telle que nous la souhaitons, être passibles d'une juridiction ordinaire. Vous vous rendez compte qu'un procureur de la République, qui est une grande autorité, puisse se prendre la responsabilité d'ordonner des poursuites à l'encontre du chef de l'État? Ce n'est pas évident, ce n'est pas simple. Encore qu'il faudrait réformer les choses. Ce n'est pas évident que de faire comparaître le président de la République, puisque c'est le sommet de l'État, ou ses ministres, comme on fait comparaître un voleur de moutons, un voleur de cabris, un escroc, etc. Non, pas du tout. Je pense qu'il faut une solennité à la chose. Je pense qu'il faut du recul à la chose, et c'est tout à fait normal, puisque nous imitons les autres, que ces hauts justiciables soient soumis à une haute juridiction. Théoriquement, ça ne pose aucun problème. En pratique, ça fonctionne ailleurs. Le vrai problème, c'est la volonté de rompre avec l'impunité. Si le président estime qu'il y a des ministres indélicats sous son régime ou les régimes précédents, il envoie un dossier, il n'y a rien de répréhensible en soi. L'Assemblée décide à la majorité des 2/3, au vu des éléments qui sont contenus dans le dossier, s'il y a matière à poursuite ou pas. Ça ne veut pas dire que la personne est condamnée d'avance. Il y a toujours la présomption d'innocence qui joue, jusque devant la Haute Cour de justice, qui va se prononcer, au vu des éléments, sur la culpabilité ou non, sur le caractère avéré ou non des infractions qui sont mises à la charge du ministre, qui bénéficierait de tous les droits de la défense et donc des garanties d'un bon procès. Il n'y a rien de répréhensible. Il faut agir, et c'est parce que nous n'avons pas le courage d'agir ou que nous n'agissons que sous l'impulsion de la colère. La seule procédure, ou les seules procédures qui ont été initiées sous le président Yahi, vous verrez, je ne dis pas que les faits reprochés ne méritent pas qu'on voit plus clair, mais il s'est agi de procédures épidermiques, impulsives. Un ministre en disgrâce, on le renvoie devant l'Assemblée, on règle son compte, on envoie devant la chambre de l'instruction, puisque c'est comme cela que ça se fait. Vous verrez que c'est toujours des règlements de compte sur fond politique, d'amitié ou pas. Si chacun jouait sa partition, honnêtement, président de la République comme honorable député à l'Assemblée, nous n'aurions aucun problème, nous n'aurions aucune crainte à avoir. On ne peut pas préjuger de ce que la Haute Cour de justice va broyer les justiciables qui lui sont renvoyés. Non, cette Haute Cour de justice est composée de personnalités, d'éminents juristes. Quand vous voyez le mode de désignation des membres de cette Haute Cour, en principe, on devrait être à l'abri des errements. Mais si nous n'avons pas confiance en nous-mêmes, c'est parce que nous nous connaissons et que nous savons que c'est délibérément que nous voulons passer à côté de l'œuvre de justice. Il ne s'agit pas de réformer les institutions, il n'y a aucune institution parfaite. Mais avec les plus mauvaises institutions, on peut arriver à des résultats si l'on est de bonne volonté. Avec les meilleures institutions, on peut aller à la catastrophe si on est de mauvaise foi. Et je puis affirmer que c'est la mauvaise foi qui caractérise ce qui conduit aujourd'hui à la paralysie de la Haute Cour de justice, dont personne ne peut faire le procès, tout simplement parce qu'elle n'a jamais été saisie. Joël Ataï-Guédégué a cité que faudra-t-il faire si on veut vraiment espérer voir la Haute Cour de justice opérationnelle? Non, il faut en finir avec la démagogie d'abord, avec cette conduite qui consiste à faire effectivement de la Haute Cour de justice un bouc émissaire commode à l'impunité qu'on entretient. L'impunité est entretenue par le mauvais conditionnement des dossiers. Et quand on a des présomptions de malversation, ou même quand elles sont avérées, un tant soit peu, mais il faut que les procédures soient enclenchées comme il faut. Et l'exécutif a un rôle crucial à jouer. Mais souvent, c'est lui qui embrouille tout, qui mélange les procédures, qui fait en sorte que même le conseil de discipline, qui relève de sa prérogative, ne se tienne pas. Quand parfois la justice qui est accusée d'être lente en arrive à démarrer un procès ou à engager les poursuites. Et quand c'est comme ça,
qu'arriverait-il s'agissant d'un homme politique ou d'un ministre ou chef de l'État qui est lié dans l'accusation avec un de ses collaborateurs? On en vient à des situations où effectivement les tribunaux ordinaires déclareraient leur incompétence, attendraient que la haute cour de justice fonctionne. Donc c'est là-bas ensuite qu'il faut travailler à élaguer ce qui est trop lourd, à dégager les goulots d'étranglement. Mais fondamentalement, la volonté politique s'impose ou doit être au commencement de cela. Je ne dirais pas autre chose que Maître Orunla. Et sans cette volonté politique, l'impunité ne pourra que prospérer. Et donc le sentiment de défiance, sinon de ras-le-bol de la population, qui ne peut supporter plus longtemps de voir effectivement qu'une catégorie de citoyens échappe à la justice. Et de par cette turpitude, de par ces arrangements savamment entretenus. Et ceux qui se plaignent de la configuration de la haute cour de justice, ça ne vous pose aucun problème? Non. Et s'il y a les garanties, on ne peut être jugé que par rapport à des lois établies, connues. Il n'y a pas de sanctions sans peine. Il n'y a pas de peine non définie non plus. La Constitution est très claire en son article 16 sur ces questions-là. Donc on a théoriquement toutes les garanties judiciaires. Il y a, Maître Orunla a manqué de le préciser tout à l'heure, mais ce n'est pas seulement les pairs qui jugent. Il y a 6 députés. La haute cour est composée de 13 membres. En plus de ces 6, il y a les 6 membres de la Cour constitutionnelle, en dehors du président de la Cour, qui peut être appelé à suppléer le chef de l'État s'il était mis en cause. Et donc le 13e membre, c'est le président de la Cour suprême. Et à différents endroits, on prend la crème de la justice, l'instruction, la mise en accusation, on s'appuie sur la cour d'appel. Et on s'appuie également sur les magistrats du siège des grades les plus élevés. Et il n'y a pas meilleure garantie juridique. Mais encore faudrait-il qu'on mette les dossiers en état et puis que, voilà, le processus s'enclenche correctement. La Cour attend, elle ne peut qu'attendre qu'on lui envoie les clients. Les contingences politiques, il ne faut pas s'en plaindre. Les contingences politiques ne sont pas au niveau de la Haute Cour de justice. Il faut bien le retenir. Quand je dis que c'est un faux procès, donc c'est un faux débat, la Haute Cour de justice, elle est là, elle est vierge. Elle attend ses clients et ses maris. Et la configuration, telle que vous le dites, c'est la crème, ou c'est supposé être la crème, puisque vous avez d'abord 6 députés, 6 élus de la nation. Vous avez les membres de la Cour constitutionnelle, comme l'a rappelé aimablement et généreusement mon vis-à-vis Ataï Gadegbe, vous avez 6 membres de la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas rien. Vous avez le président de la Cour suprême. Et ils sont choisis parmi les plus hauts magistrats, les plus grands juristes, d'éminentes personnalités. Je suppose que les députés en comptent beaucoup en leur sein. Donc il n'y a aucun problème à ce niveau. Mais ce qu'il faut savoir, je suis obligé d'être un peu scolaire, les poursuites sont initiées soit par le président de la République, soit par l'Assemblée elle-même. On peut recorriger des choses. Et ces poursuites ne peuvent être autorisées qu'à condition qu'on obtienne les 2 tiers du vote de l'Assemblée. Est-ce que c'est évident? 2 tiers du vote? 2 tiers, ça ne devrait poser aucun problème. C'est vrai, maître, qu'on sort d'un épisode malheureux à propos de l'eau. Mais encore faut-il s'interroger sur la manière dont le dossier a été engagé. Par exemple, j'y viendrai si on a le temps. Les 2 tiers. Ces 2 tiers, en principe, qui devraient, en toute objectivité, constater, non pas qu'il y a culpabilité, mais qu'il y a problème, qu'il y a interrogation. Parce que pour poursuivre, c'est parce qu'on ne connaît pas. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il faut d'abord ordonner des poursuites et voir si les faits dénoncés, les faits suspectés sont ou non établis. Avant d'envoyer en accusation, avant de passer au jugement. Donc ça fait 3 filtres qui permettraient d'innocenter ou de condamner. Or, dès les phases préliminaires, vous avez un vote qui est bloqué en fonction des affinités politiques et de la corruption qui y passe. Le premier dossier qui a été renvoyé devant les formations d'instruction, c'est celui du ministre Adiou. Vous vous souvenez? Oui. Ça fait très très longtemps. À propos de quoi? Vous vous souvenez? De la LEPI. Et il y a eu un vote massif pour son renvoi devant les poursuites, tout simplement parce que l'on a estimé, ses collègues, enfin les collègues députés ont estimé qu'il a été très arrogant et qu'il a certainement pris ce qu'on lui reproche d'avoir pris. Donc, règlement de compte. Quand il agit, il y a d'autres ministres, ministre des Finances, les dossiers Sensad, Assemblée,
des gens qui ont servi le président Yaïbouni, et à partir du moment où il a décidé de donner l'exemple et donc de régler ses comptes, il a adressé leur dossier devant l'Assemblée, on a voté. Le scandale le plus manifeste, le plus grossier, le plus grotesque que celui de l'eau, on ne dit pas que le ministre Kassa a forcément volé, mais on dit qu'il y a plusieurs milliards qui ont disparu ou qui ont été mal gérés et qu'il faudrait voir clair. 1. Débarquer sous la contrainte du gouvernement, on s'est arrangé. Le président de la République avec, en tout cas, la formation politique qu'il a positionné quand même. Le positionne comme député. Très bel exemple. Ensuite, on passe au vote et les députés, dans leur immense majorité, les 2/3, refusent de voter la mise en accusation au motif qu'ils ne voudraient pas livrer un des leurs oui, à la Haute Cour de justice. L'Assemblée nationale, c'est la représentation nationale. Indépendante, institution comme la Haute Cour de justice qui appartient au pouvoir judiciaire, juridictionnel, également rendu au nom du peuple béninois, il y a cette institution qui refuse que l'autre institution fonctionne. Qu'est-ce qui est imputable à la Haute Cour de justice à ce niveau-là? Si la Haute Cour de justice ne fonctionne pas, c'est parce que les politiques ne veulent pas qu'elle fonctionne et se protègent entre elles, malgré les nombreux scandales qui... mais Joël Ataïguédé, là, le verre n'est-il pas dans le fruit? Est-ce qu'on va pouvoir régler le problème? Non, en démocratie, il y a une autre modalité pour le peuple de trouver satisfaction. À l'occasion des élections, le peuple peut sanctionner ses élus. Le peuple doit apprendre à demander également des comptes à ceux qui le représentent, à ceux qui dirigent ces institutions. Et il faut prendre le temps d'évaluer chaque chose en soi et d'y apporter le traitement qu'il faut. Et ce n'est que ça. Les réactions épidermiques, les sautes d'humeur, la démagogie n'y changeront rien. L'une des réactions, vous l'avez observé tout à l'heure, à travers la personne de Martin Sogba, et il s'interroge. Et le président, l'actuel chef de l'État, aussi vraiment très perturbé, voulant donner satisfaction à ce peuple, a proposé ce qu'il a proposé. Mais vous avez suivi tout à l'heure la réaction de l'avocat. Qu'est-ce qu'on fait en définitive? Non, il n'y a pas que l'avocat. Mais intellectuellement, il faut reconnaître les choses telles qu'elles sont, simplement. La réforme est-elle possible? On doit pouvoir réformer. L'avocat l'a dit. On doit pouvoir réformer, corriger et infléchir là où il le faut. Mais entendons-nous, c'est un tout, une architecture, une constitution. Et c'est quand on met en place des institutions avec les responsabilités qui sont celles d'un ministre, d'un président de la République, ce ne sont plus des citoyens ordinaires, encore qu'on s'interroge de plus en plus dans les démocraties modernes sur le statut juridique du chef de l'État. Et ça peut évoluer. Le débat va se mener et pour qu'on adopte la solution idoine. Mais ce qui ne saurait être admissible intellectuellement, c'est de faire d'un innocent un bouc émissaire. Je ne reviendrai pas sur la démonstration. La Cour attend. Mais c'est en amont que les problèmes se posent. Ce n'est pas en aval que les problèmes se posent. On n'a pas été jusqu'au bout. On n'a pas vu une Cour complaisante au moment de siéger. On a vu des députés complaisants. Ça peut être sanctionné à l'occasion des élections. Les électeurs ont le devoir d'interpeller leurs députés pour leur demander des comptes par rapport à ce qui a été leur conduite. Si ça a été de l'autoprotection, c'est proprement scandaleux, mais si ce n'est pas qu'à ce niveau, et que c'est plutôt au niveau du gouvernement qu'on a savamment embrouillé les choses, il faut se souvenir même que la commission des lois, instruisant un peu, préparant le rapport à l'intention des autres députés, a été dans l'embarras, s'agissant de demander, de faire droit à la demande du gouvernement de lever cette immunité dans ces conditions. Donc, on voit également les moyens dont dispose un chef d'État, les moyens dont disposent des partis politiques ou des hommes politiques de se livrer à des règlements de compte et d'instrumentaliser à la fois l'opinion publique et les institutions qui sont là. Alors, donc, le président Talon, par exemple, est chef de l'exécutif. C'est lui qui a la haute main sur les corps de contrôle administratif, notamment l'inspection générale des finances, sous le ministre des Finances, et l'ex-IGE, en tout cas. Il y a suffisamment de ressources, là déjà, pour investiguer, établir un certain nombre de faits de corruption. Il y a
dans l'ordre judiciaire du Bénin, en tout cas au niveau de nos tribunaux, il y a des juges qui ne demandent qu'à aller au charbon, mais à condition qu'on amène des dossiers potables. Et la loi sera dite, les avocats seront toujours là pour défendre. Et si les accusations étaient malvenues, les syndicats devraient également être là au niveau des conseils de discipline, mais à condition qu'on les tienne. Ils ne sont même pas tenus, ce qui relève de l'administration. Moi, je demande au président Talon d'instruire les différents ministres pour que la plupart des conseils de discipline qui traînent soient tenus déjà, qu'on suspende les agents le cas échéant et puis qu'on envoie les dossiers aux tribunaux. On y verra un peu plus clair déjà. On y verra un peu plus clair déjà. Ce sera un pas de posé, de l'avant, n'est-ce pas? Je crois, et il peut réhabiliter, il peut donner davantage d'indépendance au corps de contrôle, davantage de moyens. On vient de dissoudre, enfin, le bureau de l'auditeur général. Oui. Nous attendons impatiemment ce que sera la réforme des corps de contrôle au Bénin pour prévenir déjà la corruption avant de s'en plaindre. Maître Alain Ron, là, dans ce contexte-là, ceux qui font le procès à la Haute Cour de justice d'être une institution beaucoup plus politique que judiciaire, n'ont-ils pas en partie raison? Ils n'ont pas raison. L'institution n'est pas politique, même si le mode de désignation de ses membres ne pose pas problème, est empreint de politique. Mais il faut faire la distinction entre les élus politiques et les représentants de la nation. Si on ne peut pas faire confiance à l'Assemblée pour désigner des juges, rappelez-vous la Cour d'assises qui inflige les sanctions les plus lourdes. La réclusion criminelle à perpétuité est majoritairement composée de gens recrutés sur une liste électorale, sur tirage au sort. C'est des citoyens ordinaires qui sont habilités... Qui peuvent voter la peine, la condamnation à mort. À mort. Donc, je ne sais pas pour, mais quoi de plus ultra que de vouloir que ce soit les représentants de la nation, c'est-à-dire les députés, et les éminents juristes qui